Leadership et gouvernance pour le développement, c'est le parti de Augustin Matata Ponyo Mapon. Augustin Matata Ponyo Mapon qui continue encore à être d'actualité en République démocratique du Congo avec le procès Boukangalonzo. Quid du fond de ce procès? Nous avons un invité parmi nous dans le cadre de votre émission Entretien, nouveau numéro qui reçoit pour vous Jedidia Moulandou Kassanza. Il est cadre de LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, en même temps secrétaire national en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Jedidia Moulandou est également initiateur de l'association Ngaba Mabaz, une association d'entraide mutuelle et de promotion collective dans la commune de Ngaba. Tout à fait naturellement, Jedidia Moulandou est aussi candidat à la députation provinciale. Avec lui, donc, nous allons aussi évoquer l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, la récente sortie de Martin Fayoulou, candidat dit élu, président dit élu de la République démocratique du Congo. Voilà, Jedidia Moulandou, bienvenue parmi nous. Je vous remercie, cher John. Vous êtes cadre de LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti cher Augustin Matata Ponyo Mapon. Comment se porte votre parti politique en ce moment? Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Je peux vous rassurer en ce moment que le LGD se porte bien. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez convenir avec moi que ce parti n'a pas plus de 2 ans d'existence, mais nous avons aligné le candidat à la députation nationale sur l'étendue du territoire national. Donc nous avons aligné 405 députés candidats à la députation. Donc rien que sur cet élément-là, je peux vous rassurer que le LGD se porte à merveille. Et tous les candidats alignés ont vu leur nom paraître lors de la publication de la liste définitive? Évidemment, il y a eu de petits soucis et nous sommes allés, parce que moi qui vous parle, j'ai été aussi désigné parmi les avocats qui ont représenté le parti au niveau de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les contentieux électoraux. Et je peux vous rassurer que la CENI avait publié une liste provisoire contenant 383 candidats pour nous, alors que nous avions aligné 417 et nous étions allés au contentieux, à la Cour constitutionnelle. Je peux vous rassurer que l'arrêt de la Cour constitutionnelle nous a suivis sur toutes les lignes. Et nous sommes passés de 388 à 405. Donc, je vous rassure cette information-là. Et que tous ceux que vous avez alignés, du moins dans la majeure du parti, tous ceux que vous avez alignés apparaissent bel et bien sur la liste des candidats qui vont bel et bien participer à la course pour les législatives prochaines de décembre 2023. Effectivement, voilà. Effectivement. Et le parti se porte bien, vous dites, malgré cette zone d'ombre peut-être, cette zone de turbulence que vous êtes en train de vivre. Comment est-ce que vous le ressentez à l'interne, ce procès qui n'en finit pas de votre autorité morale? Écoutez, monsieur le journaliste, nous nous sommes préparés à ça. Nous sommes un parti qui, son nom parle de soi-même. Voilà, nous sommes le leadership et le gouvernance. Et nous avons appris, parce que le LGD n'est pas seulement un parti politique, c'est une école également de formation. Nous avons appris que un leader, c'est celui qui doit s'attendre à tout. Surtout un leader transformationnel, c'est celui qui doit s'attendre à toutes sortes d'attaques. Voilà. Alors, nous ne sommes pas surpris de ces spectacles judiciaires, excusez-moi de l'appeler ainsi, parce que nous savons que le bon fruit fait toujours l'objet d'une menace, d'une attaque et tout ça. Donc, nous sommes sereins, parce que nous savons que la vérité est de notre côté. La sérénité est là, mais voilà. Ils sont de plus en plus nombreux à évoquer un procès politique ou bien une tentative de voir comment écarter Augustin Matata Ponyo Mapon de la course à la présidentielle. Il a d'ailleurs été parmi les premiers à déposer sa candidature pour la présidentielle de 2023. Mais évidemment, je veux revenir, je ne veux pas m'épiloguer là-dessus, parce que je réitère que ce procès
a une allure, une connotation, voulais-je dire, politique. Et ceci nous conduit à dire qu'il s'agit d'un acharnement tout simplement envers notre candidat. Pourquoi nous le disons? Ce n'est pas au hasard, parce que c'est sur base de faits, c'est sur base de réalités qui se passe autour de ce procès. Nous n'allons pas, comme je l'ai dit, faire beaucoup de pas en arrière, mais nous allons peut-être reculer d'un pas, parce que vous allez convenir avec moi que le président Matata a été toujours disposé et disponible à affronter la justice, et qu'aujourd'hui nous sommes bénéficiaires, s'il faut le dire ainsi, d'une décision de la haute cour. Il y a un arrêt sous RP 001 qui a mis fin à cette polémique. Et sur le plan de droit, il y a plusieurs intervenants, plusieurs juristes, il y a des éminents professeurs qui ont sillonné les plateaux des télés pour démontrer noir sur blanc que ce procès juridiquement n'a pas sa raison d'être. Et aujourd'hui, puisque le droit s'est écarté totalement dans ce procès, nous concluons qu'il s'agit tout simplement d'un acharnement parce que le candidat Matata a fait peur. Il fait peur. Voilà. Et vous pensez que Augustin, ils ont raison d'avoir peur de Augustin Matata Pogno? Évidemment. Parce et qui donc, qui doit avoir peur de lui? Évidemment, ce sont ses détracteurs, ceux qui ne veulent pas qu'il soit là, ceux qui le pourchassent. Ils ont peur parce qu'ils savent que Matata Pogno a fait preuve de la bonne gouvernance, a fait preuve du développement de ce pays. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous de rappeler cela. Et ces actes, ces empreintes, ces œuvres parlent jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, vous et moi, on ne peut plus parler du Congo Airways. Mais nous savons tous que c'est l'œuvre, évidemment, du leadership éclairé de CDO Kabila Matata. Donc c'est sous sa gouvernance. Donc aujourd'hui, ces œuvres parlent et ces œuvres font peur. Et c'est ce qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre. Et vous pensez que Augustin Matata Pogno a eu l'occasion de gérer quand il était Premier ministre et qu'il a fait ses preuves et que les Congolais peuvent réellement lui faire confiance pour lui accorder encore la magistrature suprême? Évidemment, le peuple congolais est mûr. Le peuple congolais a suffisamment grandi. Le peuple congolais a participé à plusieurs échéances électorales, à plusieurs cycles. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que ce peuple-là est tellement sage et intelligent. Il sait voter. Il en a fait preuve en 2018. Il sait qui a fait quoi et qui peut faire quoi. Donc, il est aujourd'hui normal que Matata Pogno fasse peur parce que ce peuple lui porte ou le porte à cœur jusqu'à présent. Et pourquoi est-ce qu'il a été le premier à aller déposer sa candidature alors que vous avez peut-être suivi avec nous la sortie récente de Martin Fayulu, candidat dit élu, président plutôt, dit élu de la République démocratique du Congo, qui a émis de vives inquiétudes par rapport à l'évolution du processus électoral. Il voit même que l'avenir où nous allons, c'est très sombre. Monsieur le journaliste, je voudrais ici rappeler une chose. C'est quoi? À un certain moment, il y a eu 4 grands partis politiques qui s'est dit de l'opposition. Je cite le LGD, le CID, l'Envol et l'Ensemble. Ces 4 partis avaient décidé de conjuguer les efforts pour 2 objectifs principaux. Le premier, c'était pour fustiger, pour dire non à l'agression rwandaise du côté est de notre pays. Et de 2, c'était de dire non à ce braquage électoral en gestation. Vous vous rappelez qu'il y a eu 2 manifestations qui ont été réprimées violemment. Ça, c'est un fait. Donc nous nous mettons tous d'accord. Nous parlons le même langage avec le président Martin Fayulu. Et nous avons dit, nous avons crié, nous avons décrié d'ailleurs ces processus. Nous avons dit ce processus ne garantit pas la transparence, ne garantit pas la crédibilité, ne garantit pas une élection apaisée. Non, non, nous avons dit.
Et nous sommes d'accord jusqu'à preuve du contraire que ce processus est entaché de beaucoup de problèmes, de vices. Mais malgré tout, vous y allez quand même. Évidemment. Mais écoutez, pourquoi donc nous ne parlons pas le même langage avec le CID dans la perceptive. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut laisser le siège ou la chaise. Vous refusez la vide, politique de la siège vide. Évidemment, pour laisser le boulevard vide à ceux qui ont peur, évidemment, de deux élections. Donc vous décidez d'aller les combattre sur leur propre terrain. Évidemment, parce que nous avons une jurisprudence récente dans ces pays. Vous vous rappelez, en 2018, les élections ont été critiquées. Les élections ont été chaotiques. Mais il y a eu une frange, la population, il y a un groupe de gens qui s'étaient décidés de défier celui qui avait le pouvoir, celui qui avait aligné le candidat qui avait tout le moyen. Et aujourd'hui, le peuple congolais l'avait sanctionné. Donc, nous sommes de ceux qui pensent que le peuple congolais n'est pas dupe, comme je l'ai dit. Le peuple congolais est en train de voir ce qui se profile à l'horizon. Et le peuple congolais sait. Je vous rassure, le peuple congolais va sanctionner. Le peuple va sanctionner quoi? Va sanctionner la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Le peuple en a marre aujourd'hui. Donc, le peuple congolais va sanctionner. Pour revenir, je vais vous dire que cette CENI ne nous inspire pas confiance. Nous l'avons dit. Aujourd'hui, elle-même n'a pas le courage de vous dire qu'elle est bloquée. Elle fait la tête dure. Vous rappellerez, le calendrier prévoyait à ce que la liste de candidats à la députation provinciale soit publiée à la première semaine du mois de septembre. Mais aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Et je peux vous rappeler aujourd'hui, vous rassurer d'ailleurs, que la liste définitive que la CENI a publiée à la députation nationale, cette liste-là ne tient pas en compte les arrêts de la Cour constitutionnelle. Bon. Je vous rassure, c'est une information que je vous donne. Je vous ai dit, j'ai été avocat désigné pour le compte du LGD contentieux. Les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus n'ont pas été pris en compte. La CENI a publié sa propre liste provisoire qu'elle a rendue définitive. Et je vous dis, ça ce sont les problèmes que la CENI ne peut pas nous dire à haute voix. En quelque sorte, LGD, c'est la voix de LGD que vous êtes en train de faire entendre. Évidemment. LGD est totalement d'accord avec ce qu'a dit Martin Fayulu Madidi, mais tout simplement, dans la prise de position, LGD a sa manière différente de voir les choses. Il faudrait y aller, pas boycotter ces élections, mais ne trouvez-vous pas que, parce que je peux rappeler aussi la position du FCC, le plus grand parti de l'opposition actuellement, ne trouvez-vous pas que n'est pas adopter cette attitude du FCC, cette attitude de Martin Fayulu qui a décidé de ne pas prendre part au processus, c'est une manière d'encourager cette CENI que vous décriez tant à continuer malgré les irrégularités? Non, non, monsieur le journaliste, nous n'entendons pas, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous sommes tout à fait d'accord que il paraît malaisé à ces stades que nous allions aux élections sans le FCC, sans les CID. Ce sont deux partis qui ont fait preuve, ou de plateformes qui ont fait preuve sur le plan électoral dans ces pays. N'oublions pas récemment, le SID avec son Lamouka a fait preuve des élections dans ce pays. Mais nous sommes de ceux qui pensent, comme on dit, à malin demi. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut laisser le boulevard. Nous sommes ceux qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au dos du mur. Nous devons coincer la CENI, l'amener jusqu'au bout. Et je vous dis ici que toutes les positions prises nous arrangent. Ceux qui sont dans le processus et ceux qui font pression en dehors du processus, nous avons tous le même objectif. C'est quoi? C'est d'avoir des élections apaisées, des élections crédibles, des élections auxquelles le résultat qui vont sortir des urnes soit effectivement de résultats qui émanent de la population, qui reflètent la réalité et tout cela. Donc nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Mais nous ne pouvons pas tous aller
dans le même sens. Voilà. Sinon, nous laisserons le boulevard et nous devons aller avec eux à Malem à l'ennemi. Ceux qui sont dehors font également la pression, mais l'objectif, je vous ai dit, il faudra l'inclusivité dans ces processus. Donc, en quelque sorte, vous allez, avec ce processus, vous allez intervenir à tous les niveaux. Vous préparez même vos observateurs partout en République démocratique du Congo pour que vous puissiez vous assurer de la conformité des résultats publiés à ceux qui ont été observés au niveau des différents bureaux de vote. Donc, c'est comme ça que je pourrais comprendre. Effectivement, nous sommes en train de nous préparer à conséquence et à tout le niveau. Nous avons un candidat président de la République. Le premier a déclaré sa candidature, le premier a déposé parce qu'il a été Premier ministre. Nous sommes toujours à l'école de... Et vous êtes sûr que Augustin Matata Ponyo Mapon, dans la course à la présidentielle, il a des chances de s'en sortir? Non, mais écoutez, je vous ai dit tantôt que le peuple congolais est mûr. Il sait voter. Là, vous pouvez vous en être sûr. Il en a fait preuve en 2018. Il sait voter et il sait qui est Matata Ponyo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que le Congo ne peut sortir de ce gouffre que par un leader ou un leadership éclairé. Voilà qui m'amène à une autre question. Vous êtes jeune, c'est Voilà. un parti qui vient à peine de sortir. Voilà. Pourquoi avoir adhéré à LGD et pas aux autres grands partis, les partis dits traditionnels? Écoutez, monsieur le journaliste, cher John, comme j'aime vous l'appeler, le LGD est un parti qui m'a aspiré confiance. Qui m'a aspiré confiance. D'emblée comme ça? Évidemment. Vous avez été séduit par quoi? Évidemment par le contenu. Le contenu que régorge ces statuts ainsi que le règlement d'ordre intérieur. Je peux vous rappeler aujourd'hui, Matata Ponyo et le contenu de documents qui régissent nos partis, il y a mariage. Là, je peux vous rassurer. J'ai adhéré au parti parce que je suis convaincu, sur base des éléments probants, que la vision du parti, que l'objectif du parti sont réellement, ou les objectifs du parti sont réellement incarnés par l'homme qui peut faire quelque chose. Et quels sont ces objectifs du parti? Évidemment, nous sommes un parti de la social-démocratie. Nous sommes un parti qui met l'homme au centre de tout. Nous sommes un parti qui est en train de promouvoir la compétence et la jeunesse. Voilà. Et c'est dans cette logique que vous avez créé, c'est parallèlement ou au sein toujours de votre parti politique, cette structure, cette association appelée Ngaba Mabaz? Non, Ngaba Mabaz, c'est un sentiment exprimé par mes frères et sœurs. Je vous rappelle ici, je suis natif d'Ngaba. Et je vais jumeler les questions et du LGD et de Ngaba Mabaz. Aujourd'hui, je suis cadre. Au cadre du LGD, ce n'est pas par favoritisme. J'ai adhéré à ces partis, comme je l'ai dit, je ne connaissais personne. Mais je réalise que Matata prône la méritocratie. Je fais preuve de ma compétence et je suis là où je suis aujourd'hui. Et alors, mes frères et sœurs de Ngaba qui m'ont envoyé, qui m'ont demandé d'adhérer dans un parti qui pourra penser à la commune de Ngaba, qui pourra réfléchir autour du développement de notre commune, aujourd'hui se réjouit. Ma population, mes frères et sœurs se réjouissent de ça. En quelque sorte, Ngaba Mabaz est une structure tout à fait indépendante du LGD. Tout à fait indépendante. Rien à voir. Tout à fait indépendante. C'est le reflet. C'est le reflet, c'est le fruit. Et tout simplement d'un besoin exprimé par le jeune. Le jeune, mes pères, alors le père, papa, maman, le jeune de Ngaba ont exprimé ce souci de pouvoir créer une association autour de laquelle nous allons réfléchir pour le développement. Rappelez-vous, Ngaba, depuis qu'elle existe comme commune, Ngaba n'a pas connu à sa tête une jeunesse éclairée, un leadership éclairé, non. Ngaba n'a pas connu un natif, un ressortissant de Ngaba dans les institutions. Non, non. Ngaba, c'est la dans les institutions provinciales? Évidemment, provinciales et tout ça. Non, non. Vous verrez, dans l'historique de Ngaba, on a toujours connu des gens qui sont venus d'eux. Alors, les jeunes ont dit non, non. Nous devons nous-mêmes prendre les dessus. Nous devons nous-mêmes prendre l'avenir de notre commune. Je peux vous rappeler aujourd'hui que notre commune de Ngaba, c'est la plus petite commune de Kinshasa. Mais lorsque vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de leadership. Il y a un problème de celui qui porte la commune. Pourquoi? Parce que, soit
ils n'ont pas de vision, soit ils ne sont pas natifs, soit ils ne savent quoi faire. Donc nous avons cette vision-là. Autour de ça, le jeune, nos papas, nos mamans nous ont confié cette charge pour que nous puissions assurer effectivement le développement de cette petite commune que vous pouvez sillonner à 2h, 3h ou 4h du temps à pied, s'il vous plaît. Et vous avez dit que Ngaba Mabaz, c'est une association de solidarité et de promotion mutuelle. Évidemment. Vous parlez également de développement, c'est-à-dire que vous entreprenez aussi des actions de développement, ou bien c'est en tant que jeune leader, vous impulsez le développement? Voilà. Écoutez, nous sommes dans le tout. Nous sommes en train d'impulser le développement. Nous sommes en train d'appeler le jeune de Ngaba à une autoprise en charge, à se réveiller. Depuis longtemps, Ngaba a été ciblé parmi les communes rouges, où il y a le banditisme urbain. Et qu'est-ce que vous faites justement par rapport à ça, par exemple? Évidemment, nous sommes, phénomène Koulouna. Évidemment, nous sommes en train de dire à ces jeunes-là, vous savez, nous parlons avec eux. Qu'est-ce que nous disent? Nous avons été abandonnés à notre tristesse. Mais vous êtes vous-même jeune de Ngaba? Je suis jeune de Ngaba, natif, né, grandi. Et j'y habite. Je vis avec ces jeunes-là. Le problème n'est pas ce jeune. Le problème, c'est que ces jeunes-là ne savent quoi faire. Ils nous disent, nous avons été abandonnés à notre triste sort. Nos parents nous ont abandonnés. Nos parents ne nous font pas confiance. Nos parents disent, voilà, vous n'aspirez pas confiance. Alors, vous devez mettre autour de nous une structure dans laquelle nous allons réfléchir pour la question de Ngaba. Je peux vous dire, nous ne sortons pas de moyens. Le moyen, je ne l'ai pas. Mais j'ai l'idée, j'ai la vision. Je les réunis, nous discutons. Nous travaillons dans le domaine socio-culturel. Nous travaillons dans le domaine sportif. Et nous réfléchissons même pour travailler dans le domaine d'assainissement. Parce que si nous voulons, nous pouvons assainir Ngaba. Nous pouvons rendre Ngaba aujourd'hui la plus belle commune. Donc nous sommes en train de travailler dans ce tout-là pour que le jeune que nous sommes ne soyons plus vilipendés, comme ça a été hier. Mais aujourd'hui, nous puissions tous nous conjuguer les efforts. Nous avons une petite caisse où ce jeune-là appelé Koulouna cotise pour pouvoir rendre salubre notre commune, pour pouvoir organiser des activités socio-culturelles inter-quartiers. Évidemment, je leur ai dit, on ne peut pas se limiter là, parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se réaliser seulement en termes de cotisation, mais il faut avoir le pouvoir, il faut avoir la décision. Et la décision, c'est où? C'est lorsque nous travaillons, c'est lorsque Ngaba Mabaz sortira son propre bourgmestre, son député provincial, ses chefs du quartier. En ce moment-là, avec les cotisations et l'impulsion, nous pouvons aller de l'avant. Donc, Ngaba Mabaz, en quelque sorte, ce n'est pas une association sans visée politique nécessairement, hein? Pas du tout, monsieur le journaliste, pas du tout. Ngaba Mabaz n'a pas une connotation politique. Nous sommes une association socio-culturelle et vous allez même constater que... Mais avec des ambitions à long terme politique. Évidemment, avec des ambitions à long terme politique, parce qu'on ne peut pas vouloir assurer le développement de sa communauté si on n'a pas une dose d'influence politique. Voilà cette nuance-là. Nous voulons bien nous développer, mais il y a certaines décisions, comme je vous ai dit, il y a certaines influences que l'argent, auxquelles l'argent ne peut pas résoudre. Cela revient seulement à un homme, au pouvoir. Voilà. Nous devons nous situer également dans le cadre du pouvoir décisionnel pour que nous ayons quand même un mot à dire dans ce sens-là. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, Ngaba Mabaz, comme on dit, si vous ne vous occupez pas de la politique, évidemment la politique va s'occuper de vous. Évidemment la politique va nous suivre parce que nous en aurons besoin à un certain moment. Et puisque vous êtes un leader des jeunes, parlons un peu profondément de ce phénomène Koulouna. Voilà. Vous avez dit que d'après un premier diagnostic, le phénomène Koulouna est né du fait que les jeunes se disent être abandonnés à eux-mêmes. Voilà. Les parents disent, voilà, les jeunes ne valent rien. Évidemment. Mais d'après vous, alors, la solution, c'est laquelle? Il faudrait réinstaller le dialogue entre parents et jeunes, ou bien la vraie solution, c'est donner du travail à ces jeunes? Évidemment, nous devons revaloriser d'abord cette jeunesse. Il y a eu plusieurs préjugés autour de cette jeunesse. Nous devons la revaloriser. Nous sommes là. Je suis le fruit d'un Ngaba. Je sais de quelle manière l'on parle de la jeunesse d'un Ngaba.
Aujourd'hui, je me mets devant vous parce que je suis le fruit de ces Ngaba-là. Donc nous devons révaloriser... Pour dire que de Ngaba peut sortir aussi des gens valeureux. De Ngaba peut sortir également de dirigeants. De Ngaba peut sortir de gens qui peuvent transformer ce pays. Donc je dis, il faut d'abord révaloriser cette jeunesse. Nous la révalorisons et nous allons la responsabiliser. Dans ce sens que nous devons travailler pour que cette jeunesse se sente occupée, se sente intéressée, se sente responsabilisée. Évidemment, à travers des formations professionnelles, à travers des encadrements socioculturels, à ce moment-là, cette jeunesse, lorsque nous allons la déverser, rien que dans la commune d'Ngaba, vous verrez ce qui va se produire. Donc aujourd'hui, la jeunesse d'Ngaba ne réclame qu'une seule chose, la révalorisation sur tout le plan. Nous devons la reconsidérer, la révaloriser. Et à ce moment-là, quand nous allons la déverser ou la verser dans l'étendue ou dans le domaine, dans le travail pour le développement de Ngaba, vous verrez ce que ces jeunes vont réaliser. Et comment est-ce que vous faites pour avoir des membres dans la structure Ngaba Mabaz? Vous en êtes d'ailleurs à combien? En tout cas, nous sommes à un nombre que je peux évaluer aujourd'hui sur base de fiches, parce que nous avons des fiches d'adhésion de l'association de Ngaba Mabaz. Et nous avons des structures dans chaque quartier, la représentation dans chaque quartier, parce qu'on n'a que 6 quartiers dans la commune d'Ngaba. Et dans la commune, nous avons également un comité communal. Alors, si nous jetons un coup d'œil mathématiquement sur les fiches d'adhésion, je peux vous rassurer que nous sommes à 1000 jeunes dans notre commune d'Ngaba. Plus de 1000 jeunes. Plus de 1000 jeunes qui ont incarné la vision ou qui sont acquis, des jeunes acquis à la cause et à la cause commune. Et comment est-ce que vous faites alors pour que vos idées, vos initiatives puissent toucher toute la commune de Ngaba? Parce que vous êtes 1000, Ngaba c'est une des communes les plus peuplées comme de Kinshasa, voilà, où la densité de la population elle est forte. Évidemment. Non, nous avons réfléchi simplement. Dans quel sens? Nous sommes en train de sillonner, nous sommes en train d'occuper avenue par avenue. Nous sommes en train de prêcher avenue par avenue. Parce que, comme je vous ai dit, Ngaba a une densité élevée, mais Ngaba c'est une petite commune. Donc, commune par quartier, avenue par avenue, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du changement et de la transformation de notre commune. Et c'est en ce moment-là que nous sommes en train de captiver et de capter le jeune. Dans ce sens-là. Nous ne faisons pas le travail de brouillis, nous faisons le travail de fourmi. Et le travail de fourmi est efficace parce qu'aujourd'hui, il y a de jeunes qui ont compris de quoi s'agit-elle cette association et c'est de cette façon-là que nous sommes en train de travailler. Et c'est dans cette perspective que vous avez décidé de vous présenter comme candidat à la députation provinciale pour la circonscription électorale de Ngaba. C'est-à-dire que vous avez déjà votre base et vous vous dites qu'il faudrait que j'aille un peu plus loin. Évidemment. Ils ont dit, mais voilà, vous avez l'idée. Vous voulez que nous soyons révalorisés. Vous incarnez la vision de changer Ngaba, de transformer Ngaba. Mais puisque vous avez l'idée, puisque vous êtes l'initiateur de l'association, allez-y. Eux-mêmes l'ont fait, eux-mêmes m'ont accompagné, eux-mêmes m'ont demandé, m'ont dit, allez-y, allez-y, soyez notre représentant dans la commune de Ngaba. En quelque sorte, les jeunes de Ngaba croient en vous. Évidemment. Vous pouvez balader vos micros, au moment opportun, ils vont vous dire quelque chose de nous. Et pourquoi n'avoir pas postulé à la députation nationale, par exemple? Je n'ai pas voulu démesurer mes ambitions. Je suis celui qui croit en moi et qui croit en ses ambitions, à ses objectifs. Je n'ai pas voulu aller vite en besogne. Parce que, je vous ai dit, ce besoin d'aller postuler ou de postuler, de poser ma candidature comme candidat à la députation provinciale, ce besoin, ces désirs ressort de ma base. Dans un premier temps, je vais satisfaire à cette base-là. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai pas des ambitions démesurées, je vais répondre. C'est eux-mêmes qui m'ont porté. Ils ont dit, nous avons les capacités de pouvoir vous porter au niveau provincial. Le moment viendra, si ils vont décider autrement, nous sommes jeunes, nous y croyons, les échéances viendront.
Et tout naturellement, en tant que secrétaire national en charge de l'emploi, travail, prévoyance sociale, vous avez aussi reçu la confiance de votre autorité morale qui vous a aligné sans hésiter. Évidemment. Évidemment, parce qu'il croit en la jeunesse. Il croit à la jeunesse. Je n'ai jamais connu le président national Matata de près. Je l'ai connu de loin. Mais à travers la compétence que le parti est en train de vendre, je suis aujourd'hui son collaborateur proche. Il a cru en nous. Il a vu de quoi nous sommes capables. Et aujourd'hui, il a fait confiance totalement en nous parce qu'il sait de quoi ou qu'est-ce qui sortirait de nous dans ce sens-là. Et Matata Ponyo Mapon, candidat à la présidentielle, vous étiez justement dans cette coalition de l'opposition. Mais pourquoi est-ce que nous sentons une sorte d'effritement de cette coalition qui, à un certain moment, constituait une force et une faute qui devenait de plus en plus redoutable? Évidemment, mais ça n'a pas duré. Je peux vous rassurer que nous sommes des gens qui travaillent sur base de programmes. Nous sommes des gens qui travaillent sur base des objectifs. Ce bloc-là a été formé sur base des objectifs, je le rappelais tantôt. C'était de dire non à ces braquages électoraux qui est en gestation d'une part, et d'autre part de dire non à la violence, aux tueries qui sévit à l'est du pays. C'était ça l'objectif. Il ne s'agissait pas de questions électorales au menu. Et aujourd'hui, parler de ça, ou de candidats communs, ce serait d'aller vite en besogne. Ça c'est de 1. Et de 2, je peux vous rassurer que le combat continue. Tout simplement, chacun de nous est en train de se focaliser autour des questions électorales, mais notre bloc ne s'est pas effondré parce que nous avons encore le combat avec nous. Le combat d'avoir des élections crédibles, le combat d'avoir l'Est du pays aujourd'hui être récupéré. Parce que je peux vous rappeler que nous avons fait plus de 3 ans. La République démocratique du Congo a perdu sa superficie. Donc aujourd'hui, ce combat continue parce que l'objectif pour ce bloc est celui-là. En ce qui concerne les élections, on n'en a pas parlé. Ce n'est pas au menu. Le moment opportun viendra. Jusque-là, ça ne fait pas l'objet d'un quelconque débat ou d'une quelconque question. Voilà. Et l'un de vos alliés, Moïse Katumbi Tchapou, est lui en itinérance à l'intérieur du pays pour consulter sa base, pour redynamiser les activités de son parti, l'implanter davantage avant justement de déposer sa candidature. Mais Augustin Matata Ponyo prie toujours dans ce procès Bukangalozo qui dure. Vous trouvez que c'est quand même un désavantage? Il n'y a pas de désavantage, le peuple voit, ça c'est de 1. De 2, je vous rappelle aussi qu'il y a 4-5 mois passés, le président Matata Ponyo a fait une tournée également. Il a été dans son maniement natal, il a été dans le tournée qu'il a dû écourter parce qu'il est rappelé par la justice. Évidemment, parce qu'il a toujours répondu, contrairement à ces détracteurs qui pensent qu'il fuirait la justice. Non, il a toujours répondu à l'invitation de la justice, c'est pourquoi il a écourté. Il a été au Grand Kivu, il a été même à Kwilu, il a été à Kwango, là où il n'a pas été reçu. Et voilà, donc chacun de candidats a ses stratégies. Même si vous avez le moral haut, vous avez quand même envie que ce périple judiciaire puisse quand même s'arrêter pour que Matata Ponyo se consacre totalement à sa lutte. Hein? Évidemment, nous allons faire avec. Le leader n'a jamais peur, n'a jamais eu peur, surtout lorsqu'il ne se reproche de rien. Tout ce que nous demandons, c'est de respecter la procédure. C'est ça le grand souci. C'est ce que nos détracteurs ne veulent pas admettre. Nous sommes respectueux des règles. Nous avons voulu que la RDC soit un État démocratique, c'est-à-dire basé sur des textes. Tout ce que nous voulons, c'est ça. En tout cas, le souci du président national Matata est le nôtre, et que son sort soit vite connu. Évidemment, c'est le sort de l'innocence, parce qu'il n'a pas touché même pas $1 du trésor public. Là, c'est une évidence. Mais nous ne pouvons pas arriver là. Qu'avez-vous à dire du projet Bukangalozo, par exemple? Était-il un succès? Parlons-en. Bukangalozo, aujourd'hui, nous regrettons parce qu'il y a des ennemis de la République. Il y a ceux qui n'ont pas voulu de ces projets-là. Il y a ceux qui n'ont pas voulu de ces projets-là. Parce que le Bukangalozo, au niveau du Congo, c'était un projet pilote. Il devait être répandu à travers la République. Le Congo a ses ennemis. Et ce sont ce peuple Congo, ce sont ses propres frères, ce sont ses propres
membres, ce sont le peuple congolais qui est ennemi de soi-même. Parce que ce projet, c'est un projet fantastique. Aujourd'hui, il y a eu des missions d'itinérance effectuées par certains députés. Ici, j'ai cité aussi, paix à son âme, l'honorable Sherbin Okende, à Bukangalonzo. Il a été démontré noir sur blanc que les maïs pourrissaient. Tout simplement parce que l'on ne voulait pas le succès de cela, de ce projet. On applaudirait pour Matata. Comment on peut vouloir plonger son peuple dans la famine, tout simplement parce que l'on ne veut pas que le projet incarné par celui qui aujourd'hui gêne puisse exceller? Non. Ça, c'est ce que le peuple comprend. Le peuple le sait. Qu'il s'agit d'un scénario juridique. Il y a mauvaise foi, c'est ce que vous pensez? Évidemment, il y a une mauvaise foi, patente d'ailleurs. Il y a un scénario de mauvais goût dans le sens de pouvoir enterrer certaines candidatures gênantes. Et voilà, nous sommes dans ces cas-là. Vous avez parlé de Sherbin Okende. Lorsqu'il était décédé, Augustin Matata Pogno s'était prononcé. Et la voix du LGD par rapport justement à cette affaire de Sherbin Okende? Nous sommes en train de décrier, nous sommes en train de condamner haut et fort cet acte ignoble de pouvoir ôter la vie d'un citoyen, de surcroît une autorité, un honorable député de ces pays, tout simplement pour des raisons inavouées. Et ces obsèques qui traînent encore. Et qui traînent. La famille est en train de vivre le deuil du jour au jour. Nous sommes africains. Nous connaissons ce que représente le deuil au Congo et en Afrique. La famille est en train de souffrir parce qu'elle veut enterrer dignement son frère, son père, son mari, et que sais-je encore. Et aujourd'hui, j'ai suivi, aujourd'hui ou hier, la famille qui a engagé des procédures ou des processus au niveau de dirigeants du pays. La famille a été reçue par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, pour pouvoir solliciter son implication pour la lumière dans ce procès. Et la famille a émis le vœu d'aller loin jusqu'à rencontrer le président de la République pour pouvoir être éclairé dans ce sens-là. Donc ça nous fait mal, nous fustigeons, nous condamnons les actes de lâcheté, excusez-moi le terme, en ce qui concerne notre candidat paix à son âme, disons, notre député paix à son âme, Sherbin Okende. Ministre honoraire des Transports. Ministre honoraire des Transports, voilà. Monsieur Jedidia Moulandou Kassansa, je rappelle, vous êtes cadre, au cadre du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. LGD, parti cher à Augustin Matata Pogno Mapon, candidat à la présidentielle de 2023. Lui, il a d'ailleurs déjà confirmé en déposant son dossier à la CENI. Vous dites également que LGD va prendre bel et bien part aux élections législatives avec une liste de plus ou moins 400 candidats confirmés par la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle. Vous-même, vous êtes candidat à la députation provinciale. Que dire de plus? Non, je suis content d'être reçu par vous. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train d'aller aux élections. Nous n'allons pas baisser le bras. Les élections telles que organisées à ces stades pose de problème. Nous ne cesserons de dire à la CENI de pouvoir rectifier les tirs parce que nous sommes en train d'aller droit vers un chaos. Mais dans l'entretemps, nous ne sommes pas en train de croiser le main ou nos bras. Nous sommes en train d'aller dans ce processus et le seul moyen pour nous, pour le LGD, de pouvoir changer le paradigme dans ces pays, c'est de pouvoir aller aux élections. Je vous ai dit, le peuple comprend, le peuple connaît, le moment opportun viendra. Peu importe la manière à laquelle ces élections seront organisées, le peuple sanctionnera. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, parce que ce peuple doit sortir de ce gouffre qu'il est plongé aujourd'hui 5 ans. En quelque sorte, vous pourrez aussi conseiller aux autres, comme le FCC et CID, et tous ceux qui traînent les pas, à venir rejoindre carrément le processus, à y aller comme ça,
pourvu qu'on ne puisse pas opter pour cette politique de la chaise vide qui, dit-on, ne paye pas. Évidemment, ce que je peux conseiller en tant qu'individu, en tant qu'acteur politique, c'est ça. Mais écoutez, chaque acteur politique ou chaque parti politique a sa ligne de conduite, a sa vision. Je respecte la décision du FCC, je respecte la décision de l'ESID parce que ils agissent en toute indépendance et en toute liberté. Et je pense que nous tous, nous visons la même chose, c'est d'atterrir aux élections crédibles et apaisées. J'ai dit Dia Moulandou Kassanza, cadre du LGD, leadership et gouvernance pour le développement, secrétaire national en charge de l'emploi, travail, prévoyance sociale. Merci d'être passé. J'étais aussi à rappeler que vous êtes initiateur de l'association Ngaba Mabaz, une association qui fait ses preuves dans cette commune, qui a besoin quand même de soutien, des vrais leaders pour que cette jeunesse de Ngaba puisse se prendre en charge et comprendre qu'il faudrait abandonner les futilités. Monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie. À vous aussi, très chers téléspectateurs, nous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.